Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Marie Levacon. Marie Levacon est une miraculée. Forte et courageuse, elle ne tremble pas quand, devant la cour d'assises de Montauban, elle se retrouve à la barre face à celui qu'elle accuse de l'avoir agressée. Son nom, Florian Varin, un jeune homme à la gueule d'ange. Et pourtant, il est accusé de 6 viols et d'une tentative de meurtre. Il nie catégoriquement les faits. Alors le témoignage de Marie pourrait être décisif. Parviendra-t-elle à convaincre le jury que l'homme dans le box des accusés est bien son impitoyable bourreau ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Fin de l'année 2012, dans le sud de la France. Les policiers sont sur les dents. Ils traquent l'auteur d'une agression d'une extrême violence. Sa victime, une jeune femme de 24 ans, a échappé de justesse à la mort. Un ADN est identifié par le laboratoire. Dès lors, tout s'emballe. Ce dangereux criminel serait un homme que personne n'aurait pu soupçonner. Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais cette affaire hors norme va faire scandale et mettre en lumière une incroyable série de dysfonctionnements judiciaires. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter quelques jours plus tôt, durant l'automne 2012. Tout commence en plein centre-ville de Toulouse, en Haute-Garonne. Toulouse, c'est une grande ville. Virginie Selvetti, journaliste. Une ville plutôt étudiante avec pas mal de quartiers festifs où il y a beaucoup de bars, des discothèques. Et donc vous avez beaucoup de circulation la nuit. Charles Deluyne, avocat des parties civiles. Et également beaucoup de personnes qui rentrent chez elles à des heures où d'autres commencent à travailler. C'est là, non loin de la célèbre place du Capitole, que se situe le quartier Saint-Pierre. Un endroit très fréquenté par les jeunes, bordé par un secteur plus tranquille, celui des Amidonniers. Le quartier des Amidonniers est entre le canal de Brienne et la Garonne, un quartier résidentiel, et un quartier résidentiel pour les étudiants. Donc c'est plutôt un quartier de passage qui est tout près de la faculté de droit de Toulouse. Une longue avenue bordée par d'immenses platanes. Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. Et ça se trouve juste à l'arrière de la place Saint-Pierre, qui est un des hauts lieux de la fête à Toulouse. C'est ici que Marie Levacon profite de sa soirée du 3 novembre 2012. Cette diplômée en droit, âgée d'à peine 24 ans, passe quelques jours à Toulouse chez des amis. Elle est encore loin de l'imaginer, mais ce qui l'attend en cette nuit d'automne va bouleverser son existence à tout jamais. En 2012, je suis quelqu'un d'absolument normal, voilà. Donc on va dire une nana bien dans sa peau, dans ses baskets. Je vis à Paris à l'époque. Marie Levacon, victime. Je bosse, je suis juriste en propriété industrielle. Je descends à Toulouse pour un week-end prolongé parce que c'est l'anniversaire d'une amie. J'en profite pour aller voir ma famille qui vit proche de Toulouse. Un week-end prolongé qui se voudra familial et festif. Pour Marie, en tout cas, le début de cette soirée se déroule le plus naturellement du monde. Ce seront ses dernières heures d'insouciance. Elle est chez des amis, d'abord.
Brice Vidal, journaliste à 100% radio. Ensuite, elle se rend avec ses proches, ses copains en discothèque. Bon, la soirée se passe, ça rigole, ça boit un peu. Et en fait, vers 3-4 heures du matin, elle rentre toute seule. Elle doit dormir chez une amie, justement sur les allées, à côté des allées de Brienne. Par téléphone, elle prévient ses amis qu'elle arrivera dans quelques minutes. Marie n'a plus que 500 mètres à parcourir avant de parvenir à destination. Il n'y a personne, les rues sont désertes, elle a quitté les quartiers festifs et au petit matin, on est au mois de novembre, il fait encore nuit. Et voilà, pour me rassurer et rassurer aussi les autres amis, je les garde au téléphone tout le long du chemin. La discussion se poursuit à distance, jusqu'au moment précis où Marie arrive à l'allée de Brienne, là où ses copains l'attendent. Elle raccroche. Et soudain, tout s'accélère d'un seul coup. Et donc je tape le code et je me retourne parce que j'entends un bruit de pas dans les feuilles mortes. Parce que comme c'est le long du canal, évidemment il y a des gros platanes. C'est une époque de l'année où il y a des feuilles au sol, donc quelqu'un marche derrière elle. Et donc je me retourne et je vois tout de suite un type. Et voilà, il a l'air d'un jeune normal qui sort de soirée. Rien de bien effrayant. Rien d'effrayant à première vue. À ce détail près que Marie a déjà composé le code et donc ouvert la porte d'entrée. C'est là que ce jeune homme la supplie de le laisser pénétrer à l'intérieur. Elle me dit non, mais attends, je suis tellement en galère, je suis fatiguée, laisse-moi dormir dans le hall, juste 1 heure. Et donc je lui dis non, c'est mort, c'est vraiment pas possible. Non, mais vraiment juste 1 heure, après je repars, t'inquiète et tout. Je lui dis non, mais vraiment c'est mort, enfin, impossible. Et elle me dit mais je suis tellement... Fais-moi un câlin. Là, ouais, je pense qu'il y a un petit voyant rouge là qui s'allume et je me dis oh là là, lui... Lourd. Marie n'a même pas le temps de réagir que l'inconnu s'engouffre avec elle dans le hall de l'immeuble. Le piège vient de se refermer. Et là, le jeune homme lève ses bras et l'enserre. Elle le repousse. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme pète littéralement un câble. Il m'éclate la gueule, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, voilà, coup de poing dans la tête, dans le visage, voilà. Il me balance contre un mur de boîte aux lettres en métal. Et là, c'est mon premier KO. Sous la violence des coups portés, Marie perd une première fois connaissance. Le temps pour son agresseur de la traîner le plus loin possible de la porte d'entrée. Et elle se réveille un peu plus loin dans le hall pour être à l'abri des regards sûrement parce qu'en fait l'immeuble est constitué d'une porte vitrée. Je le vois lui et en fait il est en train de m'étrangler, donc il s'était mis à califourchon sur moi, qui suis allongée sur le dos et qui suis KO, donc ça veut dire qu'il m'a traîné dans le fond, enfin j'ai pas d'autre explication que ça. Pendant de longues minutes, l'homme la maintient plaquée au sol. Marie retrouve péniblement ses esprits. Impossible pour la jeune femme d'appeler au secours. Très vite, il enlève une de ses mains, donc il l'enserre à la gorge en laissant une main. Et avec l'autre main, il lui enlève ses collants, déchire sa culotte. Et j'ai senti le froid de sa main à l'intérieur de moi. Je crois que c'est là que je lui ai dit un truc du style « prends tout ou tout, mais pas ça ». Ah, évidemment, ça ne l'a pas arrêté. Et puis, paf.
L'homme abuse d'elle. Marie perd à nouveau connaissance. À ce moment précis, le jour ne s'est pas encore levé sur le quartier des Amidonniers. Et lorsque Marie revient à elle, elle ne sait même pas où elle se trouve. Et là, je suis dans un noir absolument complet. Et je me rends compte en bougeant que je suis dans un endroit hyper exigu, quoi. Et là, je me suis dit, je suis dans le coffre de sa voiture. Et je pousse sur le... Enfin, je tape le truc. Et évidemment, ça s'ouvre beaucoup plus vite, puisque c'est pas un coffre de voiture. C'est une benne à ordures. Voilà. C'est une grande benne à ordures. Elle sort tant bien que mal en escaladant les monceaux d'ordures et les sacs poubelles. Virginie Selvetti, journaliste. Elle finit par s'extraire de la poubelle et monte par l'ascenseur au 2e étage pour rejoindre son amie qui l'attend, inquiète. À l'arrivée des secours, Marie est en état de choc. Ses vêtements sont en pièces et surtout, elle présente de multiples blessures au visage et sur tout le corps. Première urgence, la conduire en ambulance jusqu'à l'hôpital le plus proche. Et puis là, c'est toute la batterie de médecine médico-légale. Brice Vidal, journaliste à 100% radio. Qui consiste à vérifier les abrasions sur la peau, les coups qu'elle a reçus, les traumas qu'elle a reçus au niveau du cou. Cet examen est une souffrance puisqu'elle doit se déshabiller devant un homme. Elle attend en plus longtemps avant de pouvoir être examinée. Il s'agit d'établir de manière scientifique les circonstances du viol et de ce terrible déferlement de violence. Pour cela, Marie doit encore affronter d'autres examens. Pendant tout ce temps, elle ne peut pas prendre de douche, elle ne peut pas se laver, donc elle sent encore les ordures, elle a encore l'odeur de son agresseur sur elle. Ensuite, ils viennent me faire des laryngoscopies. Marie Levacon, victime. Traquée ou je sais pas quoi, voilà, c'est le défilé un peu des médecins tout au long de la journée. Sur les photos prises par les médecins, son visage est méconnaissable. Mais il y a plus grave encore. Il constate que le larynx de Marie est partiellement écrasé. Autrement dit, en plus des violences sexuelles, l'agresseur a essayé de la tuer en l'étranglant. Devant la gravité des faits, l'enquête est confiée à des policiers aguerris, ceux de la Sûreté départementale de Haute-Garonne, située au commissariat central de Toulouse. On voit la violence, elle est très marquée. Charles Deluyne, avocat des parties civiles. Très marquée, elle a le visage très marqué. On voit le choc émotionnel qu'elle a subi. C'est un visage tuméfié par les coups. On est non seulement sur une enquête pour viol, on est aussi pour une enquête sur tentative de meurtre, donc on est vraiment dans une enquête criminelle. Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. Il n'y a absolument aucun doute de la violence de l'agression. Une victime brutalement violée, puis laissée pour morte. Mais la police ne dispose d'aucun témoin visuel de cette agression. Tout tient donc au seul témoignage de Marie. On demande à Marie de faire une description pour essayer de dresser un portrait robot du suspect. Puisque je leur ai indiqué que je pense être capable de le faire, j'ai son visage bien en tête. Des yeux bleus, blonds, présentant bien. Emmanuelle Franck, avocate de la défense. Assez beau garçon, finalement, très charmant. Un jeune homme blond, au physique très passe-partout, dans une ville étudiante telle que Toulouse, voilà qui commence mal pour les policiers. En attendant, un dangereux violeur à l'allure de Monsieur Tout-le-Monde s'y promène en liberté.
Pour les enquêteurs, il y a une urgence à arrêter l'agresseur de Marie Levacon parce qu'ils savent qu'il y a un grand risque de récidive dans les jours qui viennent. Les policiers étaient vraiment sur les dents parce que la procureure avait dit démerdez-vous, vous l'attrapez, parce que sinon le week-end prochain, ce coup-ci c'est un vrai cadavre qu'on retrouve. Le portrait robot de l'agresseur de la jeune Marie est aussitôt diffusé à toutes les patrouilles du secteur, sans aucun résultat. Les enquêteurs décident donc de procéder à des prélèvements ADN dans l'immeuble où la jeune femme a été attaquée. Ils font des relevés biologiques. Ils vont d'ailleurs en retrouver un assez rapidement. On pensait qu'on allait se retrouver avec tous les ADN de l'immeuble. Finalement, non, il y a un ADN qu'on arrive à isoler, qui est donc récent. Un ADN est retrouvé sur la poignée de la porte du local poubelle. Cet ADN masculin est aussitôt transmis au laboratoire. Du côté des policiers, c'est un indice inespéré. D'autant que, dès le lendemain, l'analyse de ce profil s'avère payante. Cet ADN figure au fichier national des empreintes génétiques. Le laboratoire de police scientifique fournit très vite l'ADN identifié dans le local poubelle. Alors cet ADN parle et mène à un certain Florian Varin, un homme qui a 21 ans. Ce jeune homme, Florian Varin, est originaire de Bretagne. Et si son ADN apparaît dans les fichiers, c'est à cause d'une autre affaire d'agression. Et pas n'importe laquelle. L'ADN a matché parce qu'il est cité dans une procédure de viol qui a eu lieu quelques années auparavant, une procédure de viol sur mineur. La plainte en question était une plainte d'une jeune victime de 14 ans pour viol de la part de Florian Varin, qui en avait, lui, à l'époque, 17. Cet ADN qui désigne Florian Varin dans le dossier Marie Levacon et maintenant ses accusations de viol sur mineur, pour les enquêteurs toulousains, cette affaire pourrait bien porter la marque d'un prédateur sexuel en série. Très vite, disons que le flair des policiers, ils vont se dire, là on est sur un individu au profil très particulier, l'agression a été hyper violente, est-ce qu'on n'est pas en présence d'un violeur en série? C'est en tout cas une question qui est venue très vite dans l'esprit des enquêteurs de la police. Difficile pour les policiers de n'y voir que des coïncidences, même si cette histoire de viol sur mineur n'avait donné lieu au final à aucune poursuite judiciaire. La plainte de cette jeune fille va être classée sans suite parce que les services de police considéreront que la situation qui est révélée est quand même assez ambiguë. L'histoire sera assez confuse sur l'absence Alexandre Martin, avocat de la défense. ou pas l'absence de consentement de cette jeune fille. Même si l'enquête n'avait pas donné de suite, dès que vous êtes suspect d'une affaire de ce type-là, on garde votre identité génétique. Pour autant, les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. En consultant tous les antécédents du dénommé Florian Varin, ils font une autre découverte cruciale. Il se trouve que le nom de Florian Varin apparaît dans une autre affaire de viol. Virginie Selvetti, journaliste. Il s'agit d'une dénommée Claire, une jeune femme qui, 7 mois avant Marie Levacon, a accusé Florian Varin de viol. Claire, qui avait déposé plainte, avait identifié Florian Varin, mais l'enquête, là encore, n'a pas abouti. Comment un homme accusé de viol par 2 fois a-t-il pu échapper à la justice? Les policiers toulousains ne vont pas tarder à le comprendre. Mais avant cela, ils se penchent sur le parcours de Florian Varin. Les enquêteurs s'interrogent, car ce jeune homme, âgé tout juste de 21 ans, n'a pas vraiment le profil d'un criminel sexuel.
Il est issu d'une famille où le papa travaille dans le bâtiment, la maman dans la logistique. Sa vie est classique, je dirais, d'un milieu social favorisé. Et tout va s'effondrer à compter de la séparation de ses parents qui va extrêmement mal se passer. Il va vivre pendant son adolescence dans plusieurs régions, je dirais un peu au gré du bon vouloir des personnes qui sont censées le protéger et l'encadrer, c'est-à-dire les parents, les grands-parents. Un jeune quelque peu livré à lui-même, mais qui ressemble à des millions d'autres. Florian Varin est titulaire d'un BEP mécanique. Ses grands-parents ont tenté de l'aider à avoir un travail dans un petit garage. Il s'est rapidement fait virer de ce travail. Le quotidien de Florian Varin, c'est plutôt zoner, faire des petits boulots à droite à gauche et fumer du cannabis. Et il vit plutôt sur l'argent de poche que ses grands-parents qui ont une bonne situation lui donnent. C'est un jeune homme à la dérive qu'il faut vite retrouver. Et s'il venait à récidiver. Florian Varin est rapidement localisé dans la région toulousaine. La sûreté départementale n'a plus une minute à perdre. D'autant que Marie, la victime, est formelle. C'est dingue parce que je me souviens très bien que j'ai regardé Marie Levacon, victime. Photo numéro 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Et je le regarde lui en dernier, numéro 6. Et là, je me souviens que j'ai écrabouillé sa tête avec mon doigt en disant « c'est lui ». Et là, tac, ils sont partis. Dans les rangs policiers, plus aucun doute possible. Derrière ce suspect au visage d'adolescent se cache celui qui a sauvagement violé Marie et tenté de l'étrangler. Le 8 novembre 2012, Florian Varin il est interpellé devant le domicile de sa mère à Saint-Jean. Brice Vidal, journaliste à 100% radio. C'est une petite commune près de Toulouse, à une dizaine de kilomètres. 4 jours après l'agression de Marie Levacon, Florian Varin est placé en garde à vue. Les enquêteurs disposent bien d'une carte maîtresse. Son ADN retrouvé dans le local à poubelle. Mais parviendront-ils à lui arracher des aveux ? Toulouse, 8 novembre 2012. Les policiers sont décidés à mettre la pression sur leur suspect. Malgré la présence de son profil génétique, il n'a rien à déclarer. C'est une défense un peu brutale, un peu rigide, mais M. Florian Varin n'accédera à aucune culpabilité à ce moment-là. Il est tout simplement dans une position de déni, de complète incompréhension. Emmanuelle Franck, avocate de la défense. Qui le rendent incapable d'avoir un discours cohérent et des réponses cohérentes par rapport aux questions qui lui sont posées. Du haut de ses 21 ans, Florian Varin tient tête aux enquêteurs. Il n'y a rien à faire. Il affirme être totalement étranger à cette agression. Pourtant, les policiers gardent encore espoir de le déstabiliser. Ils changent complètement de stratégie et ils décident de l'interroger sur le précédent viol commis 7 mois plus tôt, celui de Claire. Et c'est là qu'ils vont faire une découverte impensable. « 19 avril 2012, département du Morbihan, à plus de 800 km de Toulouse. La jeune Claire est encore lycéenne et elle habite toujours chez ses parents. Moi, à cette époque-là, je viens tout juste d'avoir 17 ans. Claire, victime. Et donc, je suis une ado tout à fait normale qui sort avec ses amis. Claire passe ses vacances dans un tout petit village du Morbihan. Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. Dans le Morbihan rural, pas du tout en bord de mer. Chez ma grand-mère, je passe une semaine de vacances là-bas pour lui tenir compagnie, parce que c'est un endroit que j'adore, donc voilà, simplement des vacances. Quelques jours de vacances, en toute insouciance, auprès de sa grand-mère. D'autant que Claire vient de faire la connaissance d'un jeune de son âge.
Elle a rencontré quelques jours auparavant, via une application de rencontre, un certain Florian Varin. Et ce jour-là, ce jour d'avril, ils décident de se rencontrer, donc elle lui donne rendez-vous. Donc moi, je précise quand même bien que je ne veux pas de rapport sexuel forcément à ce rendez-vous-là. Dès leur premier contact téléphonique, Claire se laisse vite séduire par Florian, un garçon tout à fait charmant, qui rapidement lui propose de la rencontrer. Alors vers 20h, Florian Varin vient chercher Claire, donc à bord d'une jolie voiture. Je vois que c'est un homme qui paraît très propre sur lui, qui met en confiance, qui paraît pas méchant. Il dégage quelque chose d'assez rassurant et quelqu'un de simple et de voilà, qui nous met en confiance, quoi. De prime abord, aucune raison de se méfier de ce jeune homme qui se dit de passage dans la région et qui lui propose aussi de fumer du cannabis. À un moment donné, il tourne dans un chemin, il va assez loin dans ce chemin-là et vraiment on se retrouve autour d'absolument rien. D'un champ, de la forêt, enfin il n'y avait rien ni personne. Et on parle et on a tous les deux fumé. Ils discutent, elle est encore en confiance. Virginie Selvetti, journaliste. Et à ce moment-là, la vie de Claire va basculer pour toujours. Cet endroit très isolé en rase campagne, Florian Varin ne l'a pas choisi au hasard, car il a une idée bien précise en tête. Il se tourne vers moi pour essayer de m'embrasser, où moi je me recule et je lui dis non. Et il revient vers moi pour m'embrasser, sauf que là, j'avais plus le choix, quoi. J'essaye de le repousser, de me débattre, sauf qu'il me chope par les mains, il m'agrippe les poignets très fortement, il m'embrasse dans le cou. Si je fais pas ce qu'il veut, ça va mal se passer, quoi. Je le comprends très vite et je le vois dans son regard, de toute façon, que le regard qu'il avait 5 minutes avant quand on discutait, il avait complètement changé. C'était un regard horrible qui faisait peur, quoi. Pour Claire, prise au piège avec lui dans la voiture, le cauchemar ne fait que commencer. À ce moment-là, il a mis ses 2 mains autour de ma gorge et il m'a serré tellement fort que je ne pouvais plus respirer du tout. Encore une fois, le monstre arrive et à ce moment-là, une violence extrême. Charles Deluyne, avocat des parties civiles. Et on est immédiatement étranglé et violé dans des conditions que j'ose pas répéter, mais qui sont absolument terribles. J'ai beau crier, j'ai beau pleurer, lui dire qu'il me fait mal, lui dire que en fait ce qu'il me fait c'est un viol, j'ai beau l'exprimer clairement, il me dit mais de toute façon t'as pas le choix. Le calvaire infligé à la jeune lycéenne va encore durer longuement. Claire pense alors que sa dernière heure est venue. Pourtant, son agresseur ne la tue pas. Il la raccompagne même chez sa grand-mère. La jeune femme finit par se rendre à la gendarmerie pour déposer plainte. Mais elle a fumé du cannabis, elle a rencontré son agresseur sur une application, alors elle décide de mentir aux enquêteurs. Une attitude dont les conséquences seront terribles. Dans sa déposition, Claire, qui est mineure au moment des faits, ne dit pas toute la vérité parce qu'elle a un peu peur de dire certaines choses. Les enquêteurs vont mettre en doute la parole de cette jeune femme. Alexandre Martin, avocat de la défense. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle va mentir au départ sur les conditions de la rencontre avec Florian Varin. Je leur ai dit que c'était quelqu'un que je connaissais déjà d'avant, que c'était le grand frère d'un de mes amis et que j'avais pas consommé de stupéfiants. Claire perd ses moyens. Elle accumule les mensonges et les approximations. Une audition qui achève de semer le doute chez les gendarmes.
il décide donc de convoquer Florian Varin. Et c'est lui qui leur apporte spontanément la preuve selon laquelle il ne s'agirait pas d'un viol. Surprise, Varin fournit aux enquêteurs un certain nombre d'enregistrements sonores. Il y a un enregistrement des ébats sexuels qui laisse à penser, quand on l'écoute et quand on en lit la retranscription, que les choses sont particulièrement consenties. Sur certains passages que leur fait écouter Varin, on entend distinctement la voix de Claire, et elle semble consentante. Mais ils ne prennent même pas le temps d'écouter l'ensemble de ces enregistrements. Pour eux, l'affaire paraît entendue. Pour les gendarmes, il n'est nullement question de viol. Il s'agit là d'un rapport sexuel avec consentement. Ils en ont la preuve formelle. Cet enregistrement prouve tout. Les enquêteurs n'ayant que ces éléments-là, la parole de cette jeune femme qui ment sur certains aspects. Emmanuelle Franck, avocate de la défense. L'enregistrement et les déclarations de Florian Varin, ils considèrent que cette affaire doit être classée sans suite. Varin est donc aussitôt innocenté. Malgré l'extrême violence de cette agression, personne ne croit cette jeune fille encore mineure et sous le choc. Pour Claire, tout s'effondre. J'ai tout défoncé dans ma chambre. J'ai hurlé, j'ai pleuré. Je me suis dit que j'étais pas considérée, que ce qu'il m'avait fait, c'était pas grave aux yeux des autres. Et puis après, par la suite, il y a eu aussi cette culpabilité où je me suis dit, de toute façon, voilà, c'est bien fait pour toi. T'avais qu'à pas mentir dès le départ. Et puis t'avais qu'à pas monter dans cette voiture. Et puis, voilà, c'était... Il y a eu plusieurs phases. Un violeur qui agit toujours à visage découvert et qui laisse la vie sauve à ses victimes. Qui se cache derrière l'innocent sourire de ce jeune homme d'à peine 21 ans? À Toulouse, les policiers s'interrogent sur ces bandes audio remises aux gendarmes par Florian Varin pour se disculper. Ils procèdent alors à un examen complet de ces enregistrements sur son téléphone. Et ce qu'ils découvrent fait tout basculer. Ils se rendent compte qu'il y avait en réalité d'autres passages que les gendarmes, à l'époque, n'ont pas pris la peine d'écouter. Ils entendaient aussi que j'avais pleuré, que je criais, que je lui disais non. Claire, victime. Que lui, il me disait « mais tu n'as pas le choix, tu fais ce que je veux ». Que moi, je lui réponds « c'est bien pour ça que c'est un viol, parce que j'ai pas le choix ». Aussi incroyable que cela puisse être, Varin a enregistré Claire et l'a obligée à simuler le plaisir. Et c'est en ne leur faisant écouter que certains passages qu'il a réussi à manipuler les gendarmes. C'est le tout premier dysfonctionnement majeur dans cette affaire. Les enquêteurs se rendent compte qu'ils sont face à un énorme loupé. Si Claire avait été entendue à l'époque des faits, le viol et la tentative de meurtre de Marie Levacon, qui a été jetée comme une vulgaire ordure dans une poubelle, auraient peut-être pu être évités. Et c'est tellement dramatique pour elle, mais c'est effectivement dramatique pour la suite. Marie Levacon, victime. Parce que ça veut dire que lui, du coup, il va commencer à se sentir en pleine toute puissance vis-à-vis de la police. Grâce à ces révélations fracassantes, les policiers de Toulouse réouvrent l'enquête sur le viol de Claire. Ils se chargent donc des deux affaires. Seule certitude, ils sont face à un prédateur sexuel d'une intelligence redoutable. Mais parviendront-ils à percer tous ces secrets? Pour eux, plus question de relâcher la pression sur lui. Ils recommencent à l'interroger sur l'agression de Marie. Un viol et une tentative de meurtre
où son ADN a été identifié 5 jours plus tôt. Après 24 heures de garde à vue, Florian Varin accepte enfin de s'expliquer. Et il dira qu'il va voir passer cette jeune fille sur le trottoir, qu'il va la confondre avec une jeune fille qu'il aurait abordée dans une boîte de nuit. Il va reconnaître des gifles, mais assez peu de choses finalement. Il ne reconnaît pas avoir serré le cou, il ne reconnaît donc pas la tentative de meurtre. Brice Vidal, journaliste à 100% radio. Il va reconnaître avoir touché son sexe, mais il ne va pas reconnaître l'acte de pénétration. Le 10 novembre 2012, le couperet tombe. Florian Varin est mis en examen et incarcéré pour viol et tentative de meurtre sur Marie Levacon. Mais le dossier est loin d'être clos. À ce stade, les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Ils vont encore découvrir d'autres victimes. Ce qui est certain pour les enquêteurs, c'est que Florian Varin sillonne souvent la France au volant de sa voiture. C'est là qu'ils font appel à un logiciel qui va donner un coup d'accélérateur à toute l'affaire. Le logiciel Salvac a vocation à coordonner toutes les affaires qui existent sur l'ensemble du territoire et à trouver des points de similitude entre les affaires. C'est un logiciel qui est très efficace et qui permet de regrouper en quelque sorte les modes opératoires. Charles Deluyne, avocat des parties civiles. C'est-à-dire le type de violence, le déroulé des faits, le type de victime, l'âge, les heures. Un logiciel très performant destiné à traquer les criminels en série. Et là, surprise, en examinant les modes opératoires et les dépositions des victimes, il découvre que d'autres cas de viol et d'agression sexuelle pourraient être attribués à Florian Varin. C'est pas moins de 5 affaires qui ressortent de ce fichier Salvac. Et là, les enquêteurs vont se rendre compte qu'en fait, c'est très grave. C'est beaucoup plus grave de ce qu'ils s'imaginaient dans un premier temps. Avec Claire et Marie, ce sont au total 7 jeunes femmes dont le chemin aurait croisé celui de Florian Varin. La plupart d'entre elles ont été abordées de nuit, alors qu'elles rentraient seules. Un scénario qui semble se répéter systématiquement. Une fois qu'il a réussi à entrer en relation avec la personne, Alexandre Martin, avocat de la défense. il va chaque fois demander à ce que cette jeune femme lui fasse un câlin. Ça, c'est vraiment l'élément que l'on retrouvera systématiquement. Il demande ce câlin. Et ensuite, lorsqu'on lui refuse ce câlin, arrive un déferlement de violence extrême. Pour la police, pour la juge d'instruction, c'est une avancée déterminante. Ils comprennent qu'ils ont affaire à un violeur en série et qui fait très vraisemblablement une espèce de road movie sur plusieurs mois. Les enquêteurs se rendent compte Virginie Selvetti, journaliste. qu'ils sont face à un routard du crime, un routard du viol. Haute-Garonne, Charente-Maritime, Bretagne, en moins d'1 an, Florian Varin aura donc attaqué 7 jeunes femmes en toute impunité. Un périple durant lequel un deuxième grave dysfonctionnement va lui permettre une nouvelle fois d'échapper à la justice. Comme à Rennes, en Ille-et-Vilaine, le 16 septembre 2012, 2 mois avant l'agression de Marie à Toulouse. À l'époque, cette victime est elle aussi une jeune fille pleine de joie de vivre. Appelons-la Julie. Julie vient de terminer ses études à Bordeaux et cela fait une quinzaine de jours qu'elle est revenue dans sa ville natale qui est Rennes pour prendre un appartement dans le quartier Sainte-Anne. À l'époque, donc j'avais 23 ans, j'étais fêtarde, joyeuse. Julie, victime. Sûrement très insouciante. J'aimais la vie, quoi.
En cette fin de soirée festive, le scénario semble déjà bien rodé. Un jeune garçon blond, d'un abord très souriant, lui propose de la raccompagner en voiture. Il va se présenter comme un peu le jeune homme bien sous tout rapport et avec qui rien ne va lui arriver. Et donc, elle part en toute confiance. Il est plus de 5 heures du matin. Julie a juste envie de rentrer chez elle. Mais rien ne va se passer comme prévu. Il me le dit souvent, ne t'inquiète pas. Donc il prend la rocade et puis là je dis par contre là c'est la sortie là. Il me dit non mais t'inquiète, je sortirai plus tard. Et elle se demande pourquoi il n'a pas pris la bonne sortie et surtout où il est en train de l'emmener. Le conducteur ne laisse rien transparaître. Jusqu'au moment où la voiture quitte brusquement la rocade en direction d'une petite route de campagne. Donc là, je me mets dans une bulle de protection directement. Je pense que c'est l'instinct de survie, où je me dis qu'il y a un souci. Et là, il va tout au bout d'un chemin de terre, entouré de champs, quoi. Et là, je me suis dit, c'est fini. Je sais, soit il me viole, soit il me tue, ou soit il fait les deux, quoi. Dans un premier temps, le jeune homme lui réclame un câlin. Julie refuse et tente même de s'enfuir. Mais il la rattrape, la maîtrise et commence à lui arracher ses vêtements. Il a ce changement de regard, c'est incroyable en fait. Il a l'air sympa, il est sympathique et d'un coup il vrille et ce regard de tueur. Et du coup, moi, pendant tout mon viol, je regardais les lampadaires et c'était... En fait, mon esprit s'est totalement dissocié de mon corps. Je voyais mon viol en étant spectatrice et je me disais, mais là, je peux pas m'enfuir parce que je suis tellement dans un coin paumé qu'il va me tuer de toute façon. À cet instant, Julie est convaincue de ne pas s'en sortir vivante. Mais alors que le jour se lève à peine, son agresseur l'abandonne. Et elle se retrouve seule, dans un état second, au bord du chemin. Donc à ce moment-là, je prends mon téléphone portable, j'appelle ma mère. Et elle me dit, t'es où? Et je dis, je sais pas. Elle me dit, cours ma fille, cours. Du coup, je me mets à courir et elle me dit, mais t'es où? Et finalement, je vois que je suis à côté d'un hôpital. Elle me dit, cache-toi, j'arrive. Et du coup, elle vient me chercher et elle me dit, ça va? Je dis, je suis vivante, passe-moi une clope. Lors de son audition au commissariat de Rennes, Julie est formelle. L'homme qui vient de la violer affiche une telle assurance qu'il a forcément déjà fait d'autres victimes. Il dira immédiatement, c'est quelqu'un qui a déjà fait ça. Il sait faire ça. Marie Levacon, victime. C'est pas la première fois qu'il fait. Elle a immédiatement, elle aussi, ce sentiment qu'il n'en est pas non plus à son coup d'essai. Déjà, dans mon dépôt de plainte, je dis clairement que je suis pas la seule. J'étais persuadée parce qu'il avait tellement ce sang-froid et puis il savait ce qu'il faisait. Et puis l'endroit où il m'emmenait, franchement, c'était viscéral, je le sentais. Malheureusement, les policiers de Rennes sont débordés et l'enquête va s'enliser. Pourtant, Julie leur avait livré un indice matériel qui aurait pu être capital. Elle va dire que compte tenu de la façon dont se sont passées les choses, elle est convaincue, persuadée. Emmanuelle Franck, avocate de la défense. C'est une évidence pour elle que l'ADN de son agresseur est sur ses sous-vêtements. Il m'a baissé mon pantalon et ma culotte, il doit forcément avoir de l'ADN. Pour moi, c'était forcé qu'il y ait de l'ADN. Mais les policiers rennais ne tiennent pas compte de cette déclaration et ils classent les pièces à conviction sans les examiner. À Toulouse, la juge d'instruction fait donc saisir ce sous-vêtement. Et c'est là qu'elle comprend que cet élément n'a jamais été exploité. Et ce qui est incroyable,
Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. On va s'apercevoir que la fameuse culotte n'a jamais été analysée. Les sous-vêtements, les pièces à conviction qu'elle a données n'ont tout simplement pas été analysées. Ils ne sont analysés que 7 mois plus tard, suite au recoupement de toutes ces affaires grâce au logiciel Salvac. Pour les autorités, c'est la douche froide. D'autant que les expertises ordonnées tardivement sur cette culotte viennent confirmer ce que Julie disait depuis des mois. L'enquête révélera par la suite, malheureusement, qu'il y avait de l'ADN de Florian Varin sur ces sous-vêtements dont personne n'a fait la recherche à l'époque des faits. Et évidemment, quand on les analyse, il est déjà en prison. C'est un peu tard. Hein, c'est même trop tard. Franchement, trop tard. Mais on les analyse, bien évidemment, puisqu'on les a pas fait, les analyses. Et évidemment, il y a son ADN complet. Un violeur en série qui profite d'une succession de défaillances, l'indignation est telle que le procureur de la République de Rennes lui-même est sommé de s'expliquer. L'argument qui va être soulevé par la justice va consister à dire « mais oui, mais faire une expertise ADN, ça coûte de l'argent. Dans ces conditions-là, on ne peut se permettre de faire expertiser un peu tout et n'importe quoi et à tour de bras. » Ma culotte n'a pas été analysée pour 380 €. Si à ce moment-là, on avait fait le test, Charles Deluyne, avocat des parties civiles. on aurait retrouvé Florian Varin beaucoup plus vite. Et surtout, on aurait évité 3 victimes supplémentaires. Un parfum de scandale entoure désormais la terrifiante affaire du routard du viol. Après le classement sans suite de la plainte de Claire en Bretagne, c'est la 2e fois que Florian Varin aurait dû être confondu. Ça a été une succession de manquements, soit pour des analyses qui ne sont pas faites, soit parce qu'à un moment, des gendarmes ont douté en fait de la parole des victimes. C'est un deuxième tollé inadmissible. On aurait pu éviter 3 viols, dont celui de Marie Levacon et d'une certaine Eva. Et c'est en se penchant sur le viol d'Eva, la victime suivante, que les policiers toulousains vont le constater. Varin affiche un niveau d'organisation et de maîtrise de soi qu'il n'avait jamais vu. Un criminel d'une dangerosité hors du commun. La Rochelle, 14 octobre 2012, moins de 3 semaines avant l'agression de Marie. Cette jeune fille de 17 ans rentre seule à son domicile en pleine nuit. Elle ne sait pas qu'un prédateur est en chasse dans le quartier. Bien apparaît encore un jeune homme, charmant, un beau jeune homme, qui vient l'aider, la secourir, qui lui dit « mais tu es en galère, je peux t'aider ?» Il a l'air super sympa, très, très serviable. Et à ce moment-là, je ne me fais aucun souci et j'ai une totale confiance en lui. Eva, victime. Donc je vais jusqu'à sa voiture, on démarre. Donc j'ai même le temps de m'assoupir. Pour Eva, c'est le choc. Quand elle se réveille, la voiture est stationnée sur un chemin au beau milieu d'un champ. Il n'y a personne aux alentours. Et voilà que ce jeune homme lui demande un câlin. Ça nous rappelle quelque chose, ça. Alors, évidemment, elle est très surprise. Elle veut s'échapper. Elle veut partir de là. Et là arrive le monstre. Et là, je comprends que ça va pas bien se passer pour moi. Et en gros, il me dit si tu veux faire ce que je veux. Donc je lui dis non, que je veux rentrer chez moi et que j'ai pas envie. Donc il faut savoir que ça a été très très long, hein. Ça a duré environ 2 heures. 2 heures où j'ai essayé de m'en sortir. Je n'ose pas imaginer ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas eu ce qu'il voulait. Mais voilà, il me raccompagne quand même au niveau du pont de la gare. Donc j'ai le pantalon encore ouvert, je suis complètement choquée. Je me retrouve au milieu de la route.
Il y a une voiture qui passe dans le sens inverse et je me jette quasiment sur elle pour qu'elle s'arrête et qu'elle m'amène à la police. Florian Varin vient de frapper. Après Claire en avril, Julie en septembre, Eva en octobre, Marie en novembre, ce sont 7 victimes au total, plus une 8e, âgée de 14 ans, qu'il accuse de viol alors qu'il était mineur. Pourtant, durant toute l'instruction, Florian Varin nie catégoriquement tous ces viols. Il n'évoque que des attouchements ou des relations consenties. Il va rejeter la faute sur ses victimes. Brice Vidal, journaliste à 100% radio. C'est-à-dire qu'il va essayer de les faire culpabiliser. Il est tout le temps en train de se défausser sur la victime. À être persuadé que ces jeunes femmes lui en veulent, s'acharnent sur lui. Emmanuelle Franck, avocate de la défense. Que la juge d'instruction s'acharne sur lui également. Il est dans cette incapacité totale à admettre ce qu'il a pu commettre. Une ligne de défense qui consiste à nier tout en bloc, malgré les preuves. Pour les experts chargés de l'examiner, Florian Varin ne souffre cependant d'aucune pathologie mentale. Mais ils ajoutent que le risque de récidive est maximal. Il est décrit comme ayant des déviances sexuelles très prononcées. Il est égocentrique. C'est un individu potentiellement très dangereux qui fait preuve de sadisme sur ses victimes. Virginie Selvetti, journaliste. Les experts vont même jusqu'à suggérer la castration chimique pour Florian Varin. La castration chimique, une recommandation rarissime, même dans les affaires de crimes sexuels les plus graves. Ce redoutable prédateur a déjà longtemps réussi à échapper à la justice. Parviendra-t-il cette fois à s'en sortir ? Cour d'assises de Haute-Garonne à Toulouse, septembre 2015. 3 ans après son arrestation, Varin doit répondre de 6 viols, d'une agression sexuelle et d'une tentative de meurtre. Pour ses nombreuses victimes, l'heure du face-à-face a enfin sonné. Avant l'ouverture du procès... Julie, victime. Je crois que j'attends rien. Si, j'attends qu'on dise qu'on est victime. J'attends qu'il s'excuse. Claire, victime. J'attends de voir quelqu'un qui est désolé, vraiment. C'est me dire que je vais être face à quelqu'un qui finalement... Marie Levacon, victime. Va se rendre compte des choses, va les regretter, va s'en excuser peut-être au mieux, et que moi je vais pouvoir faire un travail de pardon. Pour toutes ces jeunes femmes réunies sur le banc des parties civiles, le supplice continue. On l'a toutes très mal vécu. De devoir aller à la barre devant lui, raconter en détail ce qu'il nous a fait. Ça a été une très grosse épreuve. On est à l'intérieur de la bombe, vraiment, voilà. C'est extrêmement violent, en fait. Lorsque les victimes défilent à la barre, l'accusé reste de marbre. Depuis son box, il n'a pas un seul mot d'excuse ou de compassion. Il va avoir un comportement absolument exécrable à l'encontre des victimes. C'est-à-dire qu'il était très arrogant, avec même des petits sourires en coin. Brice Vidal, journaliste à 100% radio. Un comportement assez pervers, assez dégueulasse pour tout dire. Malgré cette attitude, c'est le coup de théâtre. Florian Varin reconnaît enfin l'intégralité des viols, des faits pour lesquels il encourt 20 ans de réclusion criminelle. Pourtant, il refuse toujours d'avouer la tentative de meurtre sur Marie Levacon. Car pour lui, l'enjeu est de taille. Il sait qu'il risque 10 ans de prison supplémentaire. Le témoignage de Marie a donc toutes les chances de faire basculer l'audience. Les cours d'assises, c'est un peu un peu comme si vous étiez à l'intérieur de la cocotte minute de l'horreur.
Alors il va toujours contester la tentative de meurtre parce qu'il dira toujours « moi je n'ai pas eu l'intention de la tuer ». Et il dira « ce geste que j'ai eu, qui est un geste d'étranglement, je l'ai eu pour la maîtriser dans le cadre du viol que j'étais en train d'exercer ». Pourtant, après une semaine d'audience, la sentence tombe. Florian Varin est reconnu coupable de viol, mais également de tentative d'homicide. Et il est condamné à la peine maximale, 30 ans de réclusion criminelle. Une peine confirmée en appel, puis ramenée à 28 ans de prison fin 2021 lors d'un 3e et dernier procès. Après 9 longues années de combat, Marie sait qu'elle n'en a pas terminé pour autant avec Florian Varin. Avec le coup près de sa sortie future. C'est compliqué hein, de se dire tiens, ben voilà, essaye de tourner la page ou essaye de vivre normalement. Finalement, c'est sans fin. Hein. Nous, on vivra avec lui jusqu'à la fin de nos jours. Hein. Même si demain il mourrait, moi je l'emmènerais jusque dans ma tombe. Florian Varin a un autre rendez-vous devant la justice. Dans quelques mois, il doit de nouveau comparaître pour un viol commis sur une jeune fille à une époque où il était encore mineur. Pour Julie et pour Claire, reste une interrogation majeure. Florian Varin aurait-il fait d'autres victimes ? Je suis persuadée qu'il y a d'autres victimes. Il a été fiché quand il avait 17 ans, il s'est fait arrêter à 21 ans et nous on est 7 en 11 mois. Sachant qu'il n'y a qu'une seule femme sur 10 qui finit par porter plainte après une agression sexuelle ou un viol, et qu'on est 7, je pense que c'est légitime comme question. Mais il existe tout de même une note d'espoir dans cette histoire. L'immense solidarité entre les victimes qui est née dans le long tumulte de ces épreuves. Entre ces jeunes femmes dont le seul point commun est d'avoir croisé un jour la route de Florian Varin. C'est une force d'être ensemble. Et aujourd'hui, on se le dit, hein, on est sœurs dans notre malheur, quoi. Et ça nous rend plus fortes, ouais. Dans ce cauchemar qu'on vit depuis 9 ans, c'est la seule chose positive, c'est ça. Je les aime trop, quoi. Et quand elles sont pas là, j'ai l'impression qu'il manque une partie de moi. Et j'arrive pas à expliquer l'amour que j'ai pour ces filles, mais... Et en fait, c'est venu naturellement, quoi. Donc on a appris à se connaître, à s'épauler, à se soutenir. Il n'est pas question de parler de l'une sans parler des autres. C'est pas une, c'est 7. C'est un peu tout l'édifice qui tient comme ça, quoi. Il y a 7 poteaux et ça fait un toit, voilà. T'enlèves un poteau, il y a tout qui se casse la gueule. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.